Présent avec nous directement, on a Évariste Adjao, qui est directeur libraire de Merv. Nous avons déjà... Et oui, bonjour tout le monde. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous cet après-midi pour cette causerie qui se fera autour de cette thématique distribution du livre, challenge, solutions et innovation. Euh, J'aurai avec moi normalement quatre intervenants qui auront à aborder avec moi autour de cette thématique distribution du livre, challenge et solutions. En fait, j'espère que ce sera une causerie extrêmement enrichissante pour tous ceux et celles qui vont la suivre. Déjà, je dis bonjour et bienvenue à nos intervenants. Bonjour, Angembel, Évariste, Adao, vous me recevez? Il semble qu'il y a des petits soucis techniques. Je ne reçois pas encore Je la te reçois à 5 sur réaction. Ah, vous me recevez. Angembel, faites-nous un petit signe. Vous ne réagissez pas. Bonjour Léa, Jean-Charles. ça Est-ce va? que tu, est-ce que tu m'entends? Ya, je Bonsoir vous entends, Jean-Charles, moi Évariste. je reçois très bien de mon côté. Ah, super. Ben, déjà, bienvenue. Bonjour. Cet après-midi, on est à la deuxième édition du SAPLO, Salon du promoteur littéraire online. Et normalement, j'ai l'honneur de recevoir cet après-midi quatre intervenants. D'abord, il y a Léa Arcel, il y a Évariste Adjao, il y a Ange Mbel et il y a Eric Nelson qui n'est pas encore là, mais j'espère qu'il va nous rejoindre en cours de route. Mais déjà, je vous dis merci et bienvenue. Je vais laisser un petit moment à vous pour une courte présentation. Je commence avec Léa, Léa Arcel. Ok, bonsoir Jean-Charles et merci pour l'introduction. Euh, je suis Léa Arcel Safak. Je suis éditrice de profession et entrepreneur culturel. Je suis porteuse un projet de plateforme éditoriale qui a pour vocation de rassembler tout l'écosystème littéraire autour d'une plateforme. Donc, actuellement, j'officie dans un laboratoire de recherche, le africain de recherche en cyberstratégie. C'est un think tank. Donc, j'ai des fonctions à la fois de responsable projet, responsable de recherche et responsable d'édition. Super. On continue. Évariste Adjao, une courte présentation de vous. Très bien, merci. Bonjour Jean-Charles, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, oui, très bien. Super. Tout d'abord, je tiens à remercier qui va nous permettre d'étendre notre réseau de connaissances. Moi, je suis Évariste Adjaro, je suis juriste de formation. Je travaille dans une entreprise à Lomé, au Togo. Mais ma passion pour les livres m'a conduit à créer la librairie Mirève il y a bientôt 5 ans. C'est une librairie au départ qui était spécialisée, qui avait pour objectif de mettre en avant les auteurs togolais et africains, mais très, très vite à la demande d'autres. Donc aujourd'hui, la librairie Mirève se positionne comme le livre sous toutes ses formes, aussi bien audio.
Super. On enchaîne avec Angembel. Vous êtes là? Oui, je suis là, bonsoir. Par contre, je ne sais pas si on m'entend parce que ma connexion est très mauvaise. Oui, vous pouvez continuer. Bonsoir. Je suis Ange Bell, distributrice de livres en fait, entrepreneur dans l'âme à la base. Donc avec mon entreprise GVG est une entreprise qui faisait déjà d'autres choses avec plusieurs branches, dont la distribution de livres. La distribution de livres étant la dernière branche en fait de GVG. Et elle vient de ma passion pour le livre et l'envie pour moi de voir le livre africain beaucoup plus circuler sur ces territoires. Ah, super. Bella, comme je l'avais dit en tout début, nous avons avec nous, nous devrions avoir quatre intervenants, mais malheureusement, il semble que Eric Nelson ne sera pas avec nous. Mais là, on a trois intervenants et ce sont des éditeurs, éditrices, directeurs et directrices. Nous allons échanger avec eux autour de la thématique distribution du livre, challenge, solutions et innovation. En fait, la première question que je vais vous adresser, en fait, cette question-là sera adressée à vous tous. Vous aurez la possibilité de répondre, de réagir. Cette question concernera tout d'abord la distribution parce que je dois dire qu'il y a des éditrices, il y a aussi des libraires et il y a cette vive passion que vous développez là pour le livre. Alors, ma question, c'est, quel est le principal challenge de la distribution du livre selon vous aujourd'hui? Alors, je ne sais pas si la question est ouverte à tous. Ou alors, il y a... Oui, oui, la question est ouverte à tous. OK. Euh, déjà, je tiens à remercier Acolyte pour cette initiative. Ce n'est pas la première fois que je participe à l'un de leurs événements littéraires en ligne et je tiens à saluer les différentes initiatives qu'ils mettent en œuvre au quotidien, non seulement pour mettre en avant le travail de nos auteurs, mais aussi nous mettre en avant nous, c'est-à-dire nous qui sommes derrière cet écosystème-là, nous les acteurs. Donc, euh, déjà, ce que je peux dire, c'est que on doit accepter en fait que la distribution du livre c'est en pleine mutation. C'est en pleine mutation. Donc, il y a plusieurs challenges qui se posent aujourd'hui. Au-delà même du fait que les canaux sont totalement fragmentés, les lecteurs ne sont plus à un seul endroit. Il faut les chercher partout, sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de lecture numérique, des marketplaces, tout ça. Donc, la technologie a une place aujourd'hui qu'on ne saurait plus oublier. En fait, c'est devenu assez compliqué. Donc, avant, pour essayer de rassembler des lecteurs ou pour distribuer un livre, on savait qu'il fallait aller déposer dans des bibliothèques, il fallait passer par des librairies, il fallait passer par des partenaires, des libraires partenaires et tout ça. Aujourd'hui, c'est encore plus complexe. Donc, il y a déjà ce souci de la fragmentation des canaux là. Le chemin n'est plus standard. Il y a énormément de canaux aujourd'hui et il faut les saisir tous à la fois. Il y a aussi le fait que localement, la distribution elle est assez faible. Donc, malheureusement, en Afrique encore, on a ce souci-là au niveau de la diffusion, c'est que rencontrer une librairie, par exemple, dans une périphérie, c'est assez compliqué. Je parle pour mon cas, moi qui suis au Cameroun, plus précisément à Douala. Donc, il n'y a qu'au centre-ville, en fait, que c'est évident de trouver des lieux de culture, des librairies, des bibliothèques assez facilement. Donc, lorsque vous vous retrouvez dans des périphéries, ça devient assez compliqué. Donc, les éditeurs ont ces principaux défis-là lorsqu'il est question de faire connaître un livre au niveau du public. Et les coûts de transport ne sont pas toujours évidents. Pour nous qui produisons localement et faisons imprimer parfois ailleurs, vous voyez qu'il y a un certain coût
de certains frais, des frais de logistique qu'il ne faut pas oublier. Donc, c'est tous ces défis-là, en fait, qui constituent aujourd'hui le quotidien du distributeur en Afrique, sans parler, bien sûr, de la visibilité, parce que à l'échelle mondiale, le visage n'est pas tout à fait dessiné, donc on n'arrive pas encore à se faire une place euh, avec cette explosion, ce boom-là, je peux dire, qui fait que les éditeurs non seulement deviennent de plus en plus nombreux, mais chacun opère un peu dans son coin. Donc, ce qui fait que ça devient assez compliqué lorsqu'il est question de distribution. Parce que lorsqu'il est question de distribution, il n'est plus question d'un seul livre, en fait. Il n'est plus question d'un seul éditeur. Il est question d'une chaîne, il est question d'un réseau. Donc, pour moi, en fait, au quotidien, c'est tout ça qui freine ou alors qui challenge nos différentes journées. Super. Je ne sais pas si Évariste ou Ange Mbel souhaitent réagir également. Euh, je vais réagir. Alors, moi, je suis distributrice pure sur le Cameroun, basée au Cameroun, en Afrique subsaharienne, avec une volonté et quelques points en Occident. J'ai bien entendu, bien compris ce que dit Léa, mais à mon sens, je le résume en une chose, hein, c'est la professionnalisation des acteurs du livre. C'est le véritable, à mon sens, dans mon quotidien, c'est le problème. Pourquoi c'est le problème? Parce que de ma position de distributrice, quand je me présente en tant que distributrice, les gens entendent effectivement distributrice, mais ils comprennent libraire. Je ne suis pas libraire. Donc la méconnaissance, autant pour les, les éditeurs que pour les libraires, que tous les autres acteurs, les auteurs de la chaîne, la professionnalisation de la chaîne entière du livre est le véritable problème. Pour faire terre à terre, quand je dis l'éditeur, il veut un réseau de distribution. Donc, il veut travailler avec un distributeur, mais il ne sait pas ce que ça implique, ce qui est une aberration en soi. Dans son réseau de distribution, quand on est éditeur et qu'on on fait appel à un distributeur, on ne s'attend pas à ce qu'il travaille comme un libraire. Or, sur le terrain, terre à terre, au quotidien, c'est ce qui se fait. D'ailleurs, vous allez avoir un éditeur qui va solliciter un distributeur, mais qui va s'attendre à travailler avec ce distributeur-là comme s'il travaillait avec un libraire, qui va s'attendre à rémunérer ce distributeur-là comme s'il rémunérait un libraire, ce qui est un non-sens en soi. De l'autre côté, c'est pareil, c'est-à-dire que vous allez avoir un, un libraire ou un point de vente, moi je les appelle points de vente de manière générale parce que je n'ai pas que les libraires avec moi, qui vont vous dire, ah oui, c'est super intéressant d'avoir un distributeur parce que ça me permet effectivement d'avoir une large gamme de catalogues de plusieurs distributeurs, enfin de plusieurs éditeurs chez une seule personne. C'est l'intérêt. Et ça facilite la vie à tout le monde, du moins en amont comme en aval. En amont, aux éditeurs parce que ils font pas le tour des points de vente de librairie, ce qui est un autre métier, ma foi, et qui est tout aussi chronophage et énergivore que leur propre métier d'édition en eux-mêmes. Et de l'autre côté, pour les points de vente ou les libraires, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que vous facilitez la tâche à ceux, vous êtes le maillon qui aident les uns et les autres à s'emboîter, mais personne, on a besoin de vous, on le reconnaît, mais personne ne souhaite travailler avec vous selon les règles. Et pour moi, c'est ça la véritable problématique, parce qu'à partir du moment où on comprend quel est le rôle du libraire, quel est le rôle du distributeur, quel est le rôle de l'éditeur, quel est le rôle de chaque maillon ou de l'auteur et de chaque maillon de la chaîne, on sait comment travailler avec chacun et tout le reste est plus facile. Ce n'est pas tous les problèmes ne s'envolent pas, mais c'est beaucoup plus facile en soi au quotidien. Donc voilà pour moi le véritable frein, c'est la professionnalisation. Au-delà, il faut qu'on arrête un peu ou qu'on essaye d'apprendre les règles au-delà d'apprendre sur le tas. C'est bien d'apprendre sur le tas parce qu'il y a une réalité
factuel qui ne sera jamais remplacé par autre chose que par la théorie, mais il faut connaître les us des métiers les uns des autres. Pourquoi? Parce qu'on dépend au quotidien les uns des autres et qu'on a besoin au quotidien des uns des autres. Super, mais pensez-vous également que la digitalisation a changé la façon dont les livres sont distribués, vu que vous êtes distributrice? Angèle Bell. Ange? Angèle Bell? Ah, il semble qu'elle ne nous écoute pas. Évariste, je ne vous Oui, entends pas. Vous souhaitez réagir? oui, Jean-Charles, j'allais justement appuyer les propos de Ange Mbel parce que de mon point de vue, elle a touché du doigt le véritable problème, le plus grand challenge au niveau de la distribution du livre, c'est-à-dire l'absence de professionnalisation des acteurs de chaque livre. Ou si tu veux, la confusion des rôles que moi je vois au niveau des acteurs, surtout dans mon environnement. Quand on parle de distribution dans des pays comme la France, les rôles sont bien répartis. Moi qui découvre, je découvre le rôle des libraires, des éditeurs, des distributeurs, je me rends bien compte à l'usage que j'ai peu de difficultés, toutes les difficultés. Je peux citer ne serait-ce qu'un cas. Il y a 2 ou 3 ans, j'ai vu des, des livres très intéressants que Ange Mbel distribuait, mais on a eu pas mal de difficultés pour que je puisse les avoir. Jusqu'à aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué. Mais du point de vue de mon pays, au Togo, que je maîtrise le mieux, je ne peux pas vous citer une structure qui joue le rôle exclusif de distributeur de livres. Il y Distribution. a une confusion des rôles, des éditeurs qui jouent tous les rôles, le rôle de distributeur, diffuseur et même parfois de libraire aussi. Donc pour moi, et je rejoins Alors, Angela selon vous, là-dessus, alors, oui, selon vous, quels sont les facteurs clés qui devraient vraiment influencer le succès d'un livre en termes de distribution? les facteurs clés, je pense que déjà, il faut que chacun sache ce qu'il fait sur la chaîne. Pour moi, c'est primordial. Il faut que chacun sache exactement quel est son rôle sur la chaîne. Maintenant, vu que il y a une confusion de ces rôles, l'éditeur, de mon point de vue, devrait pouvoir prendre les devants et réunir, si vous voulez, tous ces acteurs-là lors de la sortie d'un livre. Par exemple, aujourd'hui, pour moi, lorsqu'un livre sort, je le découvre, soit entre les mains d'un lecteur, soit dans une librairie, mais il n'y a pas une réelle structuration de la chaîne du livre à ce jour. Donc pour moi, tout doit passer par Super. une réelle Et là, information. super. Mais là, vu qu'aujourd'hui, on est à l'ère du numérique, pensez-vous que la digitalisation a changé la façon dont les livres sont distribués? Je pense que la digitalisation est une formidable opportunité pour atteindre le lecteur, quel qu'il soit. Cependant, tout est à faire, de mon point de vue. Tout est à faire aujourd'hui, euh, parce que on dit souvent que les gens ne lisent pas déjà le support papier. Maintenant, comment convaincre pour que chaque lecteur se familiarise déjà avec l'outil, avec le livre numérique, c'est déjà un challenge. Je pense qu'il faut encore pas mal de communication, pas mal d'actions de découvrabilité de livres numériques pour familiariser les lecteurs à ce format. Super. Léa, je ne sais pas si vous êtes là. Oui, oui, je suis là.
Alors, étant donné que vous êtes éditrice, j'aimerais vous demander quel obstacle rencontrez-vous le plus souvent de la distribution des livres, surtout publiés par votre maison d'édition? Alors, je vais peut-être d'abord revenir sur la digitalisation parce que il y a un facteur, je peux dire, euh, assez handicapant dans notre travail au quotidien maintenant, c'est que avec le numérique, les créateurs ont, je peux dire, ils ont tous les pouvoirs en fait. Donc, on a complètement brisé la dépendance aux éditeurs ou alors aux distributeurs physiques. Maintenant, tout est devenu totalement viral. C'est-à-dire que avec même ce concept d'auto-édition, un auteur peut de bout en bout produire son texte et le ramener directement vers son lecteur. Donc, avec cette distribution directe-là, je ne sais pas si je vais dire un frein, mais c'est un véritable défi. C'est vrai qu'au fur et à mesure, les gens se rendent compte que le rôle de tous ces acteurs-là, avant même que le livre ne parvienne au lecteur, n'est pas à négliger. Mais il faut dire que le numérique a énormément saisi les auteurs. Donc, les auteurs se sentent totalement indépendants. D'ailleurs, même ils le revendiquent. Certains se déclarent auteurs indépendants. Donc, c'est ce que je tenais déjà à préciser avec ce phénomène de digitalisation pour nous, les éditeurs. Bon, maintenant, concernant le challenge au niveau de la distribution, euh, au-delà même du fait que les acteurs du livre ne sont pas assez formés, ça c'est une réalité. Beaucoup se sont formés sur le tas, hein, comme Ange l'a dit. Beaucoup d'entre nous sommes tombés là par passion aussi, par intérêt personnel. Donc, ce n'est pas toujours une profession. Mais il y a ce souci, selon moi, de réseautage. Je ne sais pas si je vais dire réseautage ou de partenariat. Parce que, comme j'ai dit, déjà même depuis, depuis l'édition du livre, comme j'ai dit, chacun fait de son côté, en fait. Donc, chaque éditeur est de son côté. Euh, je peux éditer un livre ici même à Douala. Donc je prends même un exemple de quartier ici à Bonamoussadi. Et puis, il y a un éditeur là, quoi, qui ne sait pas que j'ai édité un livre déjà. Donc, je ne sais pas si c'est par volonté je ne sais pas si c'est parce qu'il y a tellement d'intérêt de concurrence ou quoi que ce soit. Mais je pense que si déjà à notre Est-ce que niveau ce n'est pas un problème de communication ou de marketing également aussi, je du pense que côté des ça maisons rentre aussi d'édition? en jeu. Ça rentre aussi en jeu parce qu'on ne se connaît pas. Donc, il y a parfois même lors des événements, des événements qui essayent de nous regrouper, comme le Salon du livre du Douala qui se déroule actuellement, vous découvrez des éditeurs, en fait, qui sont même dans vos quartiers. Donc, c'est-à-dire que vous opérez ensemble dans une même zone et puis vous ne vous connaissez pas. Donc, c'est autant de choses, euh, beaucoup de communication entre nous, c'est primordial. On ne se connaît pas, on ne discute pas, on ne se rencontre pas, on ne parle pas ensemble parce qu'il y a énormément de solutions qui pourraient même se poser d'elles-mêmes si on était en contact, par exemple. Donc, seulement entre nous, on constitue déjà un fort réseau. Alors, je peux dire, si on fusionne nos différents lectorats, bah, je crois que c'est déjà assez intéressant. Avant même de dire qu'on peut quitter ce réseau fermé-là avant d'aller conquérir un autre réseau. Donc, je crois que la question de la communication, la question de la mise en réseau devrait être la plus urgente, à mon avis. Super. Et comme étant donné, vous avez identifié pas mal de problématiques, que ce soit vous, que ce soit Angembel, que ce soit Évariste, mais dites-moi, est-ce que vous avez déjà envisagé ou souhaitez tester des solutions innovantes pour toucher beaucoup plus de lecteurs? Euh, oui, en ce qui concerne la distribution. Je ne sais pas si je suis entendue parce que c'est très haché chez Oui, moi. oui, on vous Oui, en reçoit ce qui très bien. concerne merci. En ce qui concerne la distribution, notre réseau, vous verrez, est assez euh, hétéroclite. Vous allez trouver les libraires en premier, mais étonnamment, le grand nombre
nombre des points de vente chez nous ne sont pas les librairies. Et étonnamment, pour parler chiffres, ceux qui nous font les chiffres d'affaires intéressants, qui sont demandeurs, ce ne sont pas les librairies. Donc, on va avoir chez nous, on a une politique d'aller à la rencontre du lecteur. La politique de GVG au niveau de la distribution du livre, elle est simple. C'est le livre doit être un achat impulsif. Vous devez vous croiser dans votre quotidien, peu importe où vous allez, hein, si vous allez au supermarché, si vous allez dans votre supérette du coin, si vous allez acheter, vous allez faire du shopping, peu importe ce que vous faites. Dans notre réflexion, ça va pas être, on va aller placer le livre où le livre doit se trouver, absolument pas. Ça va être l'inverse, qui est le parcours des citoyens, parce que pour moi, chaque personne est un lecteur en puissance, qui s'ignore ou voilà, ou qui le sait. Il faut être un grand lecteur. Il faut avoir envie de lire, mais vraiment que ce soit une passion pour se lever de chez soi plus d'une fois l'année en disant je vais à la librairie. Ça, il faut à un moment donné qu'on apprenne à observer les comportements des gens. Donc nous, dans notre façon de penser, on va essayer de mettre le livre en embuscade, j'ai envie de dire, sur le parcours des citoyens, de telle sorte qu'à un moment donné, ils se disent « Ah, pourquoi pas? Pourquoi je ne l'achèterais pas ?» alors qu'ils ne sont initialement pas sortis de chez eux en disant « Je vais acheter le livre ». Donc oui, en termes d'innovation, on est fermé à tout. Pour vous dire, on a un réseau aujourd'hui, on est en train de poser des livres dans des pharmacies. Pourtant, a priori, on ne se trouve pas un livre dans une pharmacie. Mais un lecteur se retrouve dans une pharmacie. Il se peut qu'un lecteur se retrouve dans une pharmacie. Après, toutes les pharmacies ne sont pas ouvertes. Ce n'est pas encore quelque chose de bien ancré, mais il faut bien commencer pour que cela devienne quelque chose d'intéressant. Donc, nous, on n'est absolument pas fermé. On innove quasiment tous les jours là-dessus. Partout où un être humain peut se trouver, un livre peut s'y trouver. Ça, c'est ce qu'on pense. Super. Mais là, vu qu'on est, comme je le disais tout à l'heure, on est aussi à l'ère du numérique. On sait qu'il y a beaucoup de nouveautés et aussi, comme venait de le dire Léa tout à l'heure, vu que les maisons d'édition confrontent à des difficultés, surtout au niveau de communication, au niveau de marketing, les auteurs ont tendance à jouer ce rôle de communication eux-mêmes. Mais vous qui êtes distributrice, dites-nous quel modèle de distribution privilégiez-vous le plus? Physique, numérique ou les deux? Alors, nous, on ne fait que du physique. D'accord? GVG ne distribue que le livre papier. Donc, il faut pas. Le livre numérique, c'est un autre métier. C'est une autre façon de le diffuser. Il y a une autre façon de le diffuser. Il y a une autre façon de le protéger, parce que qui parle distribution parle forcément protection. Et je crois savoir, même si c'est pas dans les détails aujourd'hui, je suis pas forcément à jour, mais en Afrique, c'est le problème qui se trouve. C'est qu'on veut effectivement faire circuler les livres de manière numérique, mais on ne veut pas investir ou on n'arrive pas à investir sur la protection de ce livre-là en numérique. C'est vraiment d'autres métiers. C'est un autre métier, une autre façon de distribuer, de distribuer avec des compétences qui propres à cette manière de distribuer. Et à mon sens, pour le bien du livre, toutes ces manières de distribuer sont intéressantes, elles se complètent. À mon sens, elles ne se remplacent pas les unes à la place des autres. Elles se complètent parce qu'il y a autant de manières de livres, d'acquérir de livres qu'il y a de personnes dans le monde. Donc, il faut bien que chacune de ces niches-là qui souhaitent se procurer le livre d'une certaine façon puisse être satisfaite. En cela, la promotion du livre par les auteurs, à mon sens, le fait que les auteurs viennent promouvoir le livre n'est pas problématique. Au contraire, ils ne sont pas là pour remplacer une défaillance que l'éditeur n'a pas fait. Au contraire,
Bien entendu, la promotion du livre fait partie intégrante du travail de l'éditeur, mais c'est le rôle, c'est le devoir de l'auteur de l'amplifier. Parce qu'il ne faut pas oublier à la fin de la journée qu'un éditeur n'a pas qu'un seul auteur, il a plusieurs livres, normalement il a même des milliers, des centaines de livres, autant d'auteurs. Il ne peut juste pas humainement se concentrer de la même manière sur la durée, indéfiniment sur chacun des auteurs. Et c'est bien l'une des raisons pour lesquelles les livres ont plusieurs vies. On parle des vies du livre, on ne parle pas de la vie d'un livre. Et en cela, la communication sur les réseaux sociaux, principalement des auteurs, est très, très bien. On ne peut que louer le fait que les auteurs aient pris à bras le corps la communication déjà de leur marque, qui est eux-mêmes, et par la suite de leurs ouvrages, ce qui apporte un plus à l'éditeur, au travail de l'éditeur. Et je souhaite également souligner une confusion qui se fait souvent au niveau de la diffusion des livres par les auteurs, le public et par le diffuseur, ou moi je suis distributrice diffuseur, je fais les deux, le diffuseur ou la communication que va faire l'éditeur de manière générale auprès pour le livre, ça va être une distribution auprès des acteurs du livre, donc professionnels. Moi, je fais la promotion du livre, je vais la faire auprès du réseau, ce qui n'est pas nécessairement visible pour l'auteur. Parce que la promotion que moi, je vais faire de votre livre, Joe, si vous en avez un, qui est dans mon catalogue, ça va être de convaincre les points de vente, de l'expliquer, de le vanter auprès du réseau qui va le mettre à la disposition du public. Et si mon travail il est bien fait, vous allez le retrouver dans les points de vente parce qu'il y a une communication, il y a une diffusion qui s'est faite en amont pour que les points de vente puissent l'acquérir. Parce qu'il ne faut pas oublier que les points de vente ont plus de, je sais pas, des millions de demandes journalières, mais ont des places indéfinies. Si j'ai de la place dans mon point de vente ou dans ma librairie pour 3000 livres, bah, j'ai la place pour 3000 livres, je n'ai pas la place pour 5000 livres. Et ce n'est pas parce que l'auteur ne voit pas sa photo ou n'entend pas la distribution, la diffusion à la radio, je ne sais pas où, que cette communication ne se fait pas. Donc, c'est deux types de communication qui sont très différentes et qui ont un public différent. Donc, si vous voyez votre livre dans des points de vente, qu'il est visible en librairie et ailleurs, ça veut dire qu'il y a un travail de diffusion qui est fait par l'éditeur ou par le diffuseur. Si ce travail n'est pas fait, votre livre ne sera pas disponible. C'est très simple. Par contre, voir effectivement la communication grand public qui va se faire au niveau le livre et l'éditeur au niveau du grand public et tout ça, bon, l'éditeur devrait également le faire, bien sûr, il le fait, mais ça ne peut pas être constant pour chaque livre sur 12 mois, 365 jours. Il faut que ce soit clair. Super. Et là, on va toujours rester dans la distribution. Comment choisissez-vous vos partenaires de distribution et pourquoi? Alors, comment je choisis mes partenaires de distribution? Alors, personnellement, je vais me demander, est-ce que ce lieu-là que je souhaite avoir dans mon réseau a des personnes, des êtres humains? Un être humain est un lecteur pour moi. Est-ce qu'il a des êtres humains? À partir du moment où il y a une personne qui rentre dans un lieu, il m'intéresse comme réseau, comme distribution. Alors, la question dans ma problématique n'est pas souvent là parce que moi, dès que j'ai un commerce et tout, je vais lui proposer, mais je souhaite que vous ayez un rayon livre, enfin bref. Après, la question, c'est souvent en l'inverse. C'est chez eux. Ils ont des appréhensions parce que c'est des produits qu'ils ne connaissent pas. Je vends du plantain ou, je sais pas, moi, des épices. Vous me parlez de livres. Déjà, je sais pas ce que c'est. Donc, la question, c'est plutôt là. Et c'est à ce niveau-là que nous, on va apporter
une expertise, c'est-à-dire qu'on va accompagner. Personnellement, on ne se permet pas, on ne se contente pas de laisser de recruter des points de vente. On les forme au livre, on les accompagne, on leur dit ce que c'est, on leur dit comment répondre aux lecteurs, on leur dit comment proposer aux lecteurs, on leur dit comment se comporter, on leur envoie des clients, parce qu'une fois de plus, on n'est pas libraire. Quand je parlais de professionnalisation, on n'est pas libraire. Ça veut dire que nous, comme on fait pas mal sur nos pages, sur les réseaux sociaux et tout, on a pas mal de distribution, on a pas mal de communication avec des numéros et tout. Bah, les lecteurs ont tendance à nous appeler pour acheter le livre. Seulement, moi, le distributeur que je suis, je ne vends pas le livre en détail. Donc, on va orienter les lecteurs vers les points de vente les plus près de chez eux, sans discrimination. Ça veut dire que moi, si vous êtes au Nord Cameroun et que vous avez vu un livre sur une autre plateforme et que vous nous avez appelé ou je sais pas quoi, vous nous demandez de vous livrer, on va pas vous livrer un livre, on ne fait pas ça. Enfin, on va vous orienter vers le point de vente qui sera le plus près de votre position. En vous disant, s'il y en a plusieurs, on va vous les citer sans vous orienter spécialement dans un de ces points. Donc, on va dire que ça va plus être les points de vente, leur ouverture. Et puis là-dessus, ça prend du temps. Souvent, quand on n'est pas libraire, ça nous prend 2 ans en moyenne de convaincre quelqu'un et de lui dire oui, on veut travailler avec vous, oui, on va vous accompagner, on va pas vous abandonner, on va pas venir déposer des livres et puis tourner le dos. Donc, c'est un vrai travail de fond. On les éduque vraiment à la vente du livre. Donc voilà comment nous on procède et pour nous c'est où qu'ils soient, s'ils sont intéressés, s'ils sont ouverts, on est prêt à tester et on n'a pas de réponse toute faite. Nous on s'interdit, je m'interdis les réponses toutes faites en me disant une pharmacie ça peut pas vendre de livres. J'en sais rien, une pharmacie ça peut pas vendre de livres, j'en sais rien. Il y a des gens qui rentrent dans des pharmacies. Un lecteur rentre dans une pharmacie parce qu'il va s'acheter un médicament à un moment donné. Donc la question que je me pose c'est est-ce que le pharmacien est ouvert à m'ouvrir, à me donner cette brèche-là, en plus de ce qu'il fait, parce que c'est souvent ça la difficulté, en plus de ce qu'il fait au quotidien comme travail, est-ce qu'il veut s'ajouter, voilà, le livre, quelque chose qui lui parle pas, qui parle son métier, donc c'est un travail en plus qu'il va devoir faire. Est-ce qu'il est ouvert à cela? Et deuxième question, une fois qu'il est ouvert à cela, comment est-ce que je fais pour l'intéresser vraiment et lui rendre la tâche le plus facile, la plus facile possible, de telle sorte qu'il n'abandonne pas au bout d'un mois ou au bout de 2 semaines, qu'il ait envie, même si les résultats ne sont pas immédiats, ça je l'y prépare, on a des équipes pour cela, on dit les résultats ne vont pas être immédiats, c'est normal, parce que les gens ne s'attendent pas à retrouver des livres chez vous. Donnez-leur le temps de s'y habituer, on vous accompagne, vous inquiétez pas. Une fois que c'est fait et qu'ils sont d'accord, on les accompagne vraiment et on arrive à les convertir. Nous, c'est comme ça qu'on travaille en fait. C'est déjà intéressant, je trouve cette idée intéressante et j'espère que cette idée-là, ben, vous pouvez continuer à avancer avec lui, mais peut-être le proposer aussi à plein d'autres acteurs et je pense que ce sera payant. Bien évidemment, le débat qui se fait autour du livre aujourd'hui, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique, en Europe, euh, on retrouve une certaine difficulté, surtout du côté des gens, bon, plus précisément du côté des jeunes. Aujourd'hui, on dit que les gens ne lisent pas, mais je pense que ces choses-là devraient être débattues parce que normalement, pour intéresser une personne à lire, il faut d'abord envisager toutes ces choses-là, mais l'une des choses qui est extrêmement importante, c'est comment mettre en place des stratégies qui pourront vraiment intéresser les lecteurs et même des stratégies qui pourraient intéresser des gens qui, à la base, qui au début n'aimaient pas vraiment la lecture, mais par rapport avec ces stratégies-là, et vous allez pouvoir les ramener à développer cet amour-là pour la lecture. En fait, en ce je pense que ce serait plutôt une sorte de travail de médiation
une forme de médiation littéraire qui devrait se faire et voire même s'intensifier un peu plus, que ce soit au niveau des écoles, que ce soit dans les autres lieux. Mais l'idée que vous avez évoquée, Ange Mbel, est extrêmement intéressante. J'espère que vous allez pouvoir continuer avec cette idée. Évariste, vous êtes là? Je suis là, Évariste? Charles. Je suis là, Jean-Charles. Super. Ben, vu que vous êtes libraire, dites-moi, les librairies physiques, là où vous êtes, c'est sûr que vous êtes au Togo, c'est ça? Oui, c'est ça. Les Nous sommes librairies basés à Lomé, au physiques Togo. rencontrent, super, les librairies physiques rencontrent-elles des difficultés, des problèmes d'approvisionnement au Togo? Et si oui, comment vous arrivez à les surmonter? Ok, merci beaucoup, Jean-Charles, pour cette question intéressante. Je pourrais parler de ma librairie parce que on a des difficultés pour nous procurer des ouvrages, mais malheureusement, cette difficulté se concentre essentiellement sur les livres africains. Ah, super. En ce qui concerne procurer, en dehors des délais de livraison qui peuvent varier en fonction de l'itinéraire choisi, la galère. Euh, Déjà, pour les livres du Togo, c'est vrai que le Togo, c'est pas un grand pays. Hein. On connaît les éditeurs. Il faut aller voir l'éditeur. Normalement, c'est à l'éditeur de mettre en place son réseau, de l'étendre et l'étoffer. Mais force de constater que sur ce point, c'est à nous libraires d'aller vers les éditeurs. Et comme je le disais tantôt, nous n'avons pas de distributeur. On n'a pas la même chance que le Cameroun, qui a déjà Ange Bell qui fait un travail fantastique. Il y a d'autres difficultés par rapport au fait de se procurer des livres africains que j'évoquais tout à l'heure. J'ai vu pas mal de beaux titres au niveau de Ange Bell, il y a à me les procurer à Lomé. Donc il y a aussi les frontières qui posent des blocages à la circulation, à la distribution des ouvrages qu'il faut signaler. Et ce n'est pas toujours évident lorsque un éditeur sort un livre, que ce soit au Cameroun ou au Kenya, où on a besoin, ce n'est pas facile de l'acheminer jusqu'à Lomé. Donc il y a aussi les frontières qui posent des soucis par rapport à la circulation des livres qu'il faut souligner. Voilà. Alors, quelle solution logistique, selon vous, quelle solution logistique innovante pourrait améliorer la distribution du livre national, ben, au Togo et aussi sur tout le continent africain? Déjà, de mon point de vue, je Alors, pense qu'il faut qu'on se parle entre nous, entre acteurs de la chaîne du livre, entre libraires, entre éditeurs, entre distributeurs, diffuseurs. Déjà qu'on ait des espaces où on puisse échanger et qu'on puisse quand même porter les uns aux autres des informations par rapport aux nouveautés et trouver des solutions innovantes pour les commandes, pour les livraisons. Je pense que c'est déjà ça que d'avoir une plateforme où tous les acteurs peuvent parler, peuvent s'échanger entre eux. Pour moi, c'est la condition indispensable. ok. Alors, pour moi, Angel Bell? je me sens tout à... Oui, oui. Vous m'entendez ou pas? Oui, Oui, c'est bon? Angebel. Oui, oui, vous pouvez avancer. Merci. Alors, je suis sensible à cette problématique parce que c'est de là que naît la branche GVG pour le livre. C'est du constat selon lequel, en Afrique subsaharienne, on avait beaucoup plus de livres quand on en trouvait. On en trouvait beaucoup plus que des livres occidentaux, que les livres de nos voisins ou même souvent de nos propres pays. Je suis toujours un peu choquée quand j'ai un éditeur qui me dit moi je suis éditeur
à Lomé. Comme si, et il le présente type, non, alors je suis pas dans une autre ville du Togo, vous voyez, où je suis à Douala, je peux pas être à Yaoundé. Je comprends même pas en fait. Euh, où l'éditeur est basé dans un pays, ça ne devrait pas avoir d'importance. Dans quelle ville il est, ça ne devrait pas avoir d'importance. Donc aujourd'hui, Minreve, Evaris, on a été en contact avec sûrement vos collaborateurs plusieurs fois, ça va faire quelques années, 2-3 ans. On a essayé, par exemple, de travailler ensemble. Après, il y a eu des problèmes. On n'est jamais arrivé au bout. Mais le contact, les choses ont été faites. Et aujourd'hui, c'est précisément la raison d'être de GVG, c'est précisément cela, c'est de pouvoir distribuer les livres africains en Afrique. Aujourd'hui, on travaille avec une dizaine de pays. Je suis basée au Cameroun, c'est-à-dire que j'apporte toujours la nuance selon laquelle c'est pas que je distribue le livre au Cameroun, mais je suis basée au Cameroun. Oui, les plus gros de mes points de vente sont au Cameroun parce que c'est là qu'on a commencé et qu'on est basé au Cameroun. Mais GVG distribue dans une dizaine de pays. On distribue au Togo, on distribue au Sénégal, on distribue au Maroc, on distribue en Côte d'Ivoire, on distribue dans une dizaine de pays. Pas avec le même maillage, parce que c'est des réalités différentes quand même, et qu'il faut être sur place pour pouvoir avoir un réseau plus élaboré dans ces pays-là. Et aujourd'hui, GVG a une antenne depuis 1 an, 2 ans juridiquement, mais 1 an de manière en Côte d'Ivoire. On a des bureaux en Côte d'Ivoire justement pour aider au maillage, le transfert des livres à Afrique centrale, Afrique de l'Ouest. Pourquoi? Et c'est l'une des raisons, c'était l'un des problèmes qu'on avait avec Minref justement quand on discutait, c'est que les éditeurs en Afrique de l'Ouest nous renvoyaient des livres en Afrique centrale et on était censé distribuer ces livres-là en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, ce qui augmentait le coût du livre. Résultat, on se retrouvait avec un éditeur togolais qui avait ses livres au Togo à 4 000, mais quand un libraire togolais voulait les acquérir auprès de GVG, le livre revenait à 5 000. Ça n'avait pas de sens, en fait. Ça n'avait pas de sens. Donc, on a trouvé aujourd'hui le moyen d'ouvrir une antenne en Afrique de l'Ouest à Abidjan qui fait que, déjà, le réseau routier est beaucoup plus intéressant de ce côté-là, dont la circulation en Afrique de l'Ouest est beaucoup plus intéressante, qui font qu'aujourd'hui, on a 2 pôles de distribution, un pôle au Cameroun qui reste pour l'instant le principal, et on a un pôle à Abidjan qui est secondaire. On souhaite développer d'autres pôles de cette manière-là, de telle sorte que on puisse servir les différentes zones sans que le prix du livre ne s'en trouve considérablement augmenté, en fait. Donc, on tend vers cela et c'est vraiment l'essence de notre travail. Super. Léa, vous êtes là? Oui, je suis là, Jean-Charles. Super. Étant donné que vous êtes éditrice, dites-nous quelles solutions innovantes avez-vous testées pour toucher des lecteurs éloignés des libraires? Ok. Alors, en plus de l'émotion, donc être le plus proche du lecteur possible, les solutions que j'évoquais tout à l'heure, notamment se retrouver dans des lieux où personne ne penserait tomber sur un livre. Donc, il y a déjà ça qu'on fait. On pose beaucoup, on pose même dans des stations-service, des restaurants, des cafés, des espaces lounge. On pose le livre partout aujourd'hui. Donc, on essaye le plus possible de faire en sorte que le lecteur tombe sur le livre. Parce que ce qu'on a compris, en fait, c'est que les gens ne cherchent pas toujours à acheter un livre par intérêt, parce que les lecteurs intéressés aujourd'hui sont très peu. Ce que les gens veulent, c'est qu'on les convertisse à la lecture, en fait. Ce que les gens veulent, c'est qu'on leur donne une raison de lire ou alors qu'on les oblige à lire, donc pour aller un peu dans l'extrême. Donc, c'est la raison pour laquelle on opte pour ces formats-là, c'est changer en fait des standards, sortir de ce à quoi ils sont habitués. Donc, il y a ça, mais il y a aussi le multiformat que je privilégie beaucoup. Donc, avec le digital aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir un livre sur
d'avoir accès au livre, en fait, de découvrir le livre de différentes manières. On peut avoir le livre physique, on peut avoir le livre numérique, on peut avoir le livre audio. Donc, il y a cette façon de diversifier aussi qui est très intéressante, qui permet de toucher le maximum de lecteurs, mais il faut aussi jouer sur la visibilité. Donc, être le plus présent possible. On utilise beaucoup les publicités. Donc, que ce soit vous baladez sur des sites internet, des plateformes de vente, n'importe quoi, vous allez tomber sur une publicité de livre, n'importe comment là. Donc, on joue aussi sur ça. On essaye le plus possible de rentrer dans le quotidien du lecteur vraiment de façon brusque pour que le livre apparaisse dans son quotidien sans qu'il n'ait besoin d'aller le chercher en fait. Ça, c'est un peu notre façon de contourner ce difficile accès au lecteur aujourd'hui. Super. Mis à part des stratégies que vous essayez de développer surtout au point de vue numérique, est-ce que vous participez souvent à des salons littéraires, des événements littéraires en ce sens? Est-ce que vous êtes ouvert à ça? Alors oui, bien sûr, bien sûr. Des rencontres, des dédicaces, des salons, des initiatives, des forums. Franchement, vraiment, le numérique, c'est parce qu'on ne peut pas s'en passer, hein. Sinon, pour moi, tout ce qui est activité en présentiel, il n'y a pas d'équivalence, en fait. Donc, le numérique, c'est vraiment Et parce quel que est tout le le monde y feedback est. et quel est le feedback par rapport avec la participation du public? Alors, la difficulté qu'on a avec ces événements-là, effectivement, c'est que, comme j'ai dit, ce sont des événements à intérêt. Donc, c'est difficile d'y trouver, en fait, quelqu'un qui n'a pas déjà cet amour-là pour le livre. Or, le public qu'on veut conquérir aujourd'hui, ce n'est pas celui-là. Celui qu'on veut conquérir, c'est ce public-là qui se dit qu'il n'a pas besoin de livres. C'est ce public-là qui est bien plus grand. En fait, c'est ce que j'essayais de démontrer tout à l'heure. Donc, dans ces espaces-là, dans ces lieux de culture, les autres peuvent me corriger si je me trompe, vous trouverez très peu de lecteurs qui ne sont pas véritablement passionnés par le livre. Je ne sais pas si c'est par souci de communication autour des événements, des 10 événements, mais c'est la remarque qu'on fait. Donc, on va organiser un salon, par exemple, on va se retrouver entre acteurs de la chaîne du livre, on va se retrouver entre éditeurs, on va rencontrer des auteurs, on va rencontrer des libraires, on va rencontrer des distributeurs. On va rencontrer personne qui n'a rien à faire là, en fait. Je sais pas si dit comme ça se comprend mieux, mais Oui, c'est, je comprends ce que vous voilà. essayez de dire, et c'est pour cela que j'avais parlé de la médiation littéraire tout à l'heure, parce que le public nous ne devrions pas seulement nous intéresser avec les gens qui ont déjà cet amour-là pour la lecture, mais euh, nous devrions aussi intéresser à ces gens-là qui n'ont pas encore cet amour pour la lecture, mais par rapport avec les stratégies que nous allons mettre sur pied, c'est sûr qu'on va pouvoir retrouver des gens qui, à la base, au début, n'avaient aucun intérêt direct pour la lecture. Et c'est ça l'importance de la médiation littéraire. C'est vrai qu'il faut organiser des activités, des salons, voire même aller dans les établissements scolaires. Et pour dire, ce n'est pas parce qu'on va faire ou organiser des activités à des établissements scolaires qu'on va vraiment retrouver des francs lecteurs. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si c'est pareil en Afrique, mais moi, que ce soit en Haïti, que ce soit au Brésil, et que ce soit dans plusieurs autres pays sur le continent américain, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes ne s'intéressent pas trop à la lecture, mais on ne leur offre pas vraiment beaucoup d'opportunités pour développer cet amour-là. Euh, Parce que ben, dans certains établissements scolaires, certes, il peut y avoir des bibliothèques, mais ce n'est pas toujours une obligation pour ces jeunes-là de s'intéresser, de lire ou de venir ou de se rencontrer lors des réunions pour faire des résumés, faire des présentations. Ce n'est pas toujours très fréquent. Alors, je pense que la médiation littéraire offre cette opportunité-là
d'aller rencontrer ces gens, que ce sont des jeunes, des enfants ou autres personnes, aller essayer de mettre sur pied des initiatives, des activités qui peuvent leur intéresser à aller vers la lecture. Et je pense que euh, c'est en ce sens-là que nous allons pouvoir multiplier les lecteurs. Sinon, ce sera toujours les mêmes figures dans les activités. Exactement. Exactement. Donc, personne n'y pense, personne ne se dit que le lecteur, en fait, il faut le surprendre. Combien de dédicaces, par exemple, se font à la télé? Alors que très peu de personnes peuvent passer une journée sans regarder la télévision, par exemple. Donc, dans ces établissements scolaires, même pour ceux qui ont des bibliothèques, on n'en compte pas beaucoup. Vous verrez difficilement un responsable de classe ou alors une initiative portée pour dire, par exemple, le responsable de la bibliothèque de telle classe, comme on le fait avec les initiatives culturelles ou alors les coopératives. Donc, il y a des élections qui se font chaque année pour un représentant, en fait, un chef de classe, quelqu'un qui va mener toutes les activités culturelles tout le long de l'année. Bah, on n'en verra pas pour un livre, par exemple. On ne verra pas de représentants pour organiser des activités autour du livre, alors que ce sont des élèves, alors que ce sont des étudiants. Combien de personnes pensent à surprendre les lecteurs, par exemple, dans un lieu qu'ils aiment, à l'ouverture d'un restaurant, par exemple? Pourquoi ne pas aller faire la dédicace d'un livre? Ça, en fait, ce sont des idées comme ça qui me viennent à l'esprit. Peut-être qu'il ne faut Oui, ce pas, sont des idées, mais ce sont aussi des idées qui peuvent devenir de très belles stratégies. exactement, non. Peut-être il faut aller dans des lieux qu'ils aiment déjà et les trouver où ils sont. Pas toujours se dire que la façon dont on le faisait avant ou alors le, le, le chemin traditionnel va rester le même parce que les habitudes changent, les comportements changent. Et donc, on doit malheureusement, nous aussi, revoir notre façon d'atteindre le public. Donc, je crois que si on réalise déjà ça, et qu'on se rend compte que le média traditionnel, la façon dont on pensait toucher le lecteur avant, ce n'est plus la même chose aujourd'hui. Et la chance qu'on a, c'est qu'on a cette flexibilité, ou alors je vais dire, euh, la littérature aujourd'hui offre plusieurs pans. Elle n'est plus élitiste comme avant. La littérature aujourd'hui, ce n'est plus pour les élites ou alors pour un cercle fermé de personnes assez bien alphabétisée ou alors une littérature fermée, inaccessible pour un certain public qui n'aurait pas fait de longues études, par exemple. Donc, on a cette chance aujourd'hui que la littérature est assez ouverte. Les textes aujourd'hui, les auteurs deviennent de moins en moins, mystifient de moins en moins la lecture. Donc, on a cette facilité d'accès à un public bien plus large. Donc, je crois que des initiatives comme ça pourraient énormément changer les choses, hein, à mon avis. J'aime Belge, vous souhaitez rebondir? Ange? Angèle Belle, il semble qu'elle ne nous reçoit pas. Évariste, vous ne souhaitez pas ajouter quelque chose? Ah, il semble qu'il y a des soucis techniques. J'arrive pas à entendre. Léa, vous êtes là? Oui, oui, moi je suis là, Jean-Charles. Ah, super. Alors, dites-nous, quel conseil donneriez-vous aux auteurs pour maximiser la diffusion de leurs œuvres? Alors déjà, je vais demander aux auteurs de se faire beaucoup plus disponibles. Vraiment, il faut qu'on sorte de cette histoire où lorsqu'un auteur écrit, il finit, il clôture avec la dernière phrase, dès qu'il finit son excipit, il pose le stylo, il a terminé. Vraiment, ça ne passe plus aujourd'hui. Un auteur ne peut plus rester couché sous ses lauriers et confier tout le travail à l'éditeur. Donc ça, c'est plus possible du tout. On a besoin de vous. Malheureusement, aujourd'hui, les gens ne s'intéressent plus seulement au texte, mais aussi à l'auteur. Donc,
ils ont le devoir d'être présents, ils ont le devoir de nous accompagner, ils ont le devoir de se rendre accessibles. Si on veut organiser, par exemple, une rencontre dédicace, on veut en faire 2, 3, pourquoi pas 4 même au courant de l'année. Ne nous dites pas que vous n'avez pas le temps. Ça devient difficile de travailler. Donc, si on identifie des initiatives, en fait, et qu'on vous demande d'être un peu plus présent que d'habitude, vraiment collaborer, aidez-nous déjà. Ça, c'est la première chose. Je crois même que c'est une requête que je formule à l'attention de tous les auteurs, du moins ceux qui ne sont pas toujours euh, d'accord pour aider l'éditeur dans ces initiatives-là, mais aussi de souvent être patient parce qu'on a ce souci-là avec les auteurs très impatients, c'est qu'ils veulent que leur livre fasse le boom et que ça fasse le boom tout de suite. Parfois, vous allez voir un auteur qui a terminé son livre, mais on va lui dire non, ce n'est pas le bon moment, peut-être parce qu'on a un regard un peu plus, je peux dire un regard un peu plus prospectif sur le sujet qu'on veut lancer et l'impact qu'on sait que ça aura sur les lecteurs. Parce que le livre ne peut pas être totalement retiré de la société ou alors de l'actualité. Et donc, au regard de tout ça, il y a souvent des conseils qu'on leur donne, il y a souvent des temps d'arrêt qu'on marque, on leur dit non, le livre, il est prêt, mais on va attendre un peu avant de le faire sortir et ils ne sont pas souvent d'accord. Donc, déjà de nous permettre de faire ce travail-là parce que tout ce qu'on veut, c'est concourir à leur promotion, c'est concourir à leur connaissance, à leur visibilité parce que tant qu'ils sont visibles, nous sommes visibles. Donc, qu'on travaille ensemble, qu'on collabore ensemble et qu'on se fasse confiance. Ça, c'est pour moi ce qui faciliterait au mieux les choses. Que plus aucun auteur ne fasse quelque chose dans le dos de son éditeur, déjà. Ça, c'est inadmissible, vraiment. Ça empêche d'apporter les résultats qu'on vous promet au début de la collaboration, vraiment. Donc, lorsqu'on est ensemble, lorsqu'on marche ensemble, vraiment, essayons de maintenir cette collaboration jusqu'à la fin. Et toute relation peut avoir je dirais, des moments de doute, peut-être en fonction de l'environnement ou alors en fonction du marché, parce qu'après tout, le livre reste un produit. Donc, ne pas toujours tirer sur l'éditeur et savoir que les responsabilités sont partagées. Voilà. Je crois que c'est tout. Donc, si ces trois éléments sont réunis, vraiment, la distribution n'en sera que plus rafraîchie. Bien. Angèle Bell, vous êtes là? Il semble que Angèle Bell ne nous écoute pas. Mais Léa, on va continuer avec vous. Dites-nous, comment voyez-vous l'évolution du marché du livre au Cameroun et en Afrique francophone? Alors, le marché du livre, à l'horizon, je dirais, je suis Son assez sceptique. évolution, son évolution. Oui, je suis assez sceptique parce que il y a énormément, comme on parlait tout à l'heure, il y a énormément de facteurs qui doivent être réunis pour que cet avenir glorieux qu'on espère pour le livre africain, parce que des livres africains, il y en a, heureusement, pour que cette créativité-là ne s'éteignent pas ou alors que les créateurs ou les auteurs ne perdent pas confiance en eux, qu'ils continuent de créer parce qu'ils se disent qu'il y a un lectorat qui les attend. Donc, je crois que si ce travail est fait déjà, que la communication soit revue, que les acteurs de la chaîne du livre arrêtent de penser qu'ils peuvent être indépendants, on essaye de comprendre que ce n'est qu'ensemble qu'on peut faire évoluer les choses, faire avancer les choses. Que certaines lois ou alors que la logistique soit un peu de notre côté. Parce que Évariste l'évoquait tout à l'heure, c'est vrai, cette question de logistique est aussi énormément coûteuse en raison des frais de frontières, des frais de douane, etc. Je ne vais pas entrer dans les détails. Donc, il y a ce côté-là aussi qui peut être revu. Aussi, au niveau de la digitalisation, comment est-ce qu'on va
accueillir le numérique? Qu'est-ce qu'on va en faire? La question de protection, déjà, parce que beaucoup sont sceptiques encore aujourd'hui sur le livre numérique ou alors le format audio à cause de cette question de protection-là. Donc, est-ce qu'il y a des initiatives, est-ce qu'il y a des solutions qui s'offrent à nous pour protéger le livre numérique de la même façon qu'on peut protéger le livre physique? Ça sont des choses à envisager. Et comment est-ce que le lecteur peut être beaucoup plus actif dans dans l'écosystème littéraire, en fait? Parce que pour l'instant, le lecteur n'est vu que comme un consommateur. Mais moi, je crois que je crois que le lecteur peut faire beaucoup plus que ça, parce que c'est lui, après tout, qui fait vivre la chaîne du livre, en fait. Bien oui, sans lecture, la littérature serait morte. Exactement. 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 Mais tout à l'heure, Évariste nous avait dit que c'est au Togo, c'est pourtant lui, comme étant libraire, qui va vers les éditions. Mais est-ce que c'est aussi le cas pour vous qui êtes éditrice? Est-ce que vous attendez que les librairies viennent directement vers vous ou c'est vous qui vont directement vers eux? Et aussi, est-ce que vous développez de très bonnes relations avec des établissements scolaires? Je peux dire que ça va dans les deux sens. De la même façon que les libraires viennent à nous, nous aussi nous allons sur le terrain, hein, c'est obligé. Parce que après tout, le premier pas doit bien être le nôtre, puisque c'est nous qui produisons les livres, c'est nous qui faisons sortir les livres. Donc, il faut bien qu'on aille vers eux pour qu'ils sachent que les livres existent. Et généralement, les premiers contacts ne sont pas toujours ne permettent pas toujours une collaboration. Donc, c'est généralement le constat, on les informe. Voilà, il y a un livre qui est apparu aux éditions, à l'Arc Édition, on a publié tel livre récemment. On leur distribue une fiche qui va leur permettre de prendre connaissance avec le livre. Eux aussi nous suivent, ils essayent de voir est-ce qu'on essaye d'être visible. Parce que la difficulté qu'on a aussi, c'est que cette question de promotion ne se fait pas toujours de tous les côtés. Parce que lorsqu'un livre sort, il ne devient pas seulement le problème du distributeur ou du libraire, ça reste toujours le problème de l'éditeur. Donc, c'est tout le monde qui doit essayer de rendre le livre visible à son niveau. C'est vrai, Angela a dit, l'éditeur comme le distributeur n'a pas un seul livre, un seul auteur, mais on essaye de faire des rotations, on essaye de faire des communications autour des livres. On essaye de faire un peu d'organisation dans les livres qu'on reçoit. C'est vrai qu'on joue aussi beaucoup sur l'inédit, c'est-à-dire que les livres les plus récents sont ceux qu'on essaye de mettre en avant. Mais c'est quelque chose qui est déjà en train d'être corrigé quand même. Je crois que je peux l'affirmer. Et avec les écoles, avec les écoles ici au Cameroun, pour ce qui est de mon expérience personnelle avec les écoles, je suis un peu timide. Je ne suis pas très encouragée à aller vers les écoles pour le moment. C'est vrai que je suis plus attirée par les campus, donc par les universités, que par les établissements scolaires. Mais c'est également une cible. Je les vois surtout comme une cible de consommation, donc organiser des clubs de lecture, leur distribuer des livres parce que ce n'est pas toujours un public acheteur. Bon, là, je parle vraiment des établissements scolaires ou primaires. Ce n'est pas toujours un public acheteur, mais un public consommateur, oui. Donc, au niveau de la visibilité, au niveau de la découvrabilité, oui, il y a de la matière, mais au niveau du marché, non. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis souvent timide ou alors je ne suis pas très engagée avec les établissements scolaires. Pour les établissements scolaires, je pense que vous devriez voir cela surtout avec les directeurs ou les directrices de ces établissements scolaires. D'abord, les conscientiser. Une fois conscientisés, c'est sûr que ce sera beaucoup plus facile pour approcher les élèves et aussi les conscientiser. Et une fois cette conscientisation est faite, c'est sûr que vous aurez normalement un public acheteur, un public qui
et va pouvoir aider à la réelle consommation du livre. Mhm. Peut-être pour nous, maisons d'édition scientifiques, c'est envisageable, mais toutes les maisons d'édition ne font pas dans du livre scolaire ou alors du livre éducatif. Et c'est souvent ce dont ont besoin ces directeurs d'école-là. Donc, ils ont des exigences, ils ont un lectorat ciblé. Et donc, il y a certaines choses qu'ils ont envie de voir ou de lire, en fait. Donc, c'est souvent ça qui éloigne les éditeurs, c'est souvent ça qui nous éloigne d'eux. Donc, ceux qui font dans la création littéraire au sens large, la littérature générale, ils ne les accueillent pas très souvent à bras ouverts. Si oui, peut-être pour des auteurs, je vais dire des auteurs célèbres, peut-être parce qu'ils vont attirer un certain public au niveau de l'établissement et donner une certaine visibilité. Mais la plupart ne recherchent que des livres éducatifs, des livres scolaires. Et c'est pas tous les éditeurs qui se prêtent à ce type d'édition-là. Super. Alors, une autre question, quelle stratégie privilégiez-vous pour équilibrer visibilité, accessibilité du livre et aussi rentabilité? Alors là, je crois que c'est le nerf de la guerre. C'est compliqué, compliqué, compliqué. Il y a des initiatives qui vont vous assurer de la visibilité, de la découvrabilité, mais aucun franc dans la poche. Tout comme il y a certaines initiatives pour lesquelles vous ne serez pas toujours d'accord, qui vont vous assurer une certaine rentabilité, ça va vous faire tourner la maison et tout. Mais ce n'est pas toujours, je peux dire, en accord avec peut-être vos valeurs ou vos principes. Donc, ça devient assez compliqué de concilier tout ça. Mais je crois que la première action à faire, c'est d'éduquer le lecteur déjà. C'est la première chose qu'on a à faire. C'est ce qu'on fait au quotidien pour essayer de faire la part des choses. Il faut qu'on éduque le lecteur. Il faut que le lecteur comprenne que le livre n'est pas toujours cet instrument-là d'évasion. Le livre reste un produit. Donc, de la même manière qu'on a à l'esprit que lorsqu'on entre dans un supermarché, qu'on prend un produit, on passe à la caisse, c'est le même comportement en fait qu'on essaye de faire adopter du côté des lecteurs, qu'ils comprennent en fait que le livre reste un produit. Le livre reste un produit lorsqu'on le propose, lorsqu'on le présente au public. Ce qu'on espère en fait, c'est cet acte d'achat-là. Et ce n'est pas toujours facile de le leur faire comprendre. Le commun, encore dans notre société, se dit que lorsqu'un livre est publié, soit il va être recommandé à l'école, soit il va être disponible dans des bibliothèques pour qu'on puisse le lire lorsqu'on a 1, 2 heures de temps. Donc, il y a cette habitude-là qu'on essaye déjà de rompre à notre niveau. Il y a aussi d'autres initiatives qu'on essaye de lancer. Comme je l'ai dit, on essaye d'être présent dans des lieux qu'ils ont l'habitude de fréquenter. On essaye d'intervenir dans leur quotidien. On va débarquer comme ça dans un endroit où ils ne nous attendent pas du tout. Donc, vous allez parcourir un supermarché, des rayons, et puis vous allez tomber sur des livres. Vous allez aller dans une station-service pour prendre quelques litres de carburant, entrer dans la supérette pour vous prendre une petite boisson, vous allez tomber sur un livre. Donc, il y a des choses comme ça qui se font. Il y a des caravanes du livre qui se font aussi. Ça, c'est aussi très intéressant. Il y a des promotions aussi qu'on lance. Donc, pour permettre à la fois la visibilité et la rentabilité. Donc, on parle souvent de déstockage de stock, de la même manière qu'on le fait avec les vêtements et d'autres produits. Il y a aussi les soldes au niveau des livres. Donc, à notre niveau, voilà un peu ce qu'on essaye de faire pour continuer d'exister sans se ruiner, entre guillemets. En fait, tout à l'heure, vous avez dit que vos livres sont disponibles dans d'autres pays, mais est-ce que cela concerne directement l'Afrique? Ou du moins, est-ce que, par exemple, moi qui est présentement en Amérique, peu importe en Haïti, Brésil ou les autres pays, est-ce qu'on aura aussi accès avec les livres que vous publiez? Non, pour l'instant, non. Si oui, en format numérique, pas en format physique. Ah, c'est disponible en format numérique.
Oui, oui. Nos formats numériques sont disponibles sur la librairie numérique africaine, donc NENA. Ils ont un site, une plateforme. Donc, Nouvelles éditions numériques Ah, africaines, super. c'est donc là, vous pouvez trouver tous nos Ah, ben, ouvrages. déjà, c'est intéressant, mais je pense que c'est une chose aussi extrêmement importante parce qu'aujourd'hui, je dois vraiment remercier Acolyte, le fait que l'institution a organisé cette deuxième édition du salon des promoteurs et cela permet des rencontres aussi parce que moi, je suis sur le continent africain, je suis un passionné de lecture. D'ailleurs, j'ai eu la chance de travailler pendant près de 6 ans à une bibliothèque. À cette époque-là, j'étais en Haïti et j'animais aussi un club de lecture. Ce serait tout un plaisir pour moi de pouvoir avoir accès directement avec les livres qui se publient en Afrique et voir même si à l'avenir on peut ou pourra mettre des initiatives et sur pied parce que lorsque j'étais en Haïti, j'avais organisé l'institution que je travaillais une semaine africaine. En fait, c'était une activité qui avait réuni des auteurs afrodescendants et nous avons accueilli un auteur gabonais à l'époque et on avait exposé des ouvrages d'auteurs africains à l'espace de la bibliothèque. Mais faut dire que nous, à cette époque-là, on n'avait pas vraiment beaucoup de livres d'auteurs africains. C'était vraiment un problème. Mais je pense qu'aujourd'hui, vu qu'on est en contact, on est en connexion, peut-être qu'après, on pourrait continuer à discuter pour voir quelle stratégie qu'on peut utiliser, surtout pour organiser des activités ensemble. Parce que même si je ne vis pas directement en Haïti, mais je suis en contact directement avec plusieurs acteurs du livre en Haïti. Et ce sont des gens extrêmement dynamiques, tout comme les acolytes. Et j'espère qu'à l'avenir, on va pouvoir collaborer. Et ce serait vraiment un plus pour le continent africain parce que, et personnellement, je le souhaite. Je souhaite cette connexion ou reconnexion avec l'Afrique. Il y a Haïti, il y a également les pays antillais et l'Afrique est considérée comme le lieu de notre origine, ben, par rapport surtout avec notre passé. Et on connaît très peu d'auteurs africains. Alors que pour les auteurs occidentaux, surtout les auteurs français, on en connaît plein, mais pour les auteurs africains, c'est très peu. Je pense que nous devrions mettre sur pied des initiatives et continuer à travailler ensemble pour voir ce qu'on peut faire et cela, comme je venais de le dire tout à l'heure, ce sera vraiment un plus pour l'Afrique sur les autres continents. Et l'Afrique sera bienvenue, l'Afrique francophone surtout, sera bienvenue et sera très bien accueillie ici en Amérique, particulièrement en Haïti et au Brésil. Alors, Axel Dieubeni Corondo a posé plusieurs questions. Une formation professionnelle en littérature est-elle nécessaire pour devenir distributeur de livres? Comment un distributeur de livres se positionne-t-il par rapport à un bibliothécaire? Vous êtes encore là, Léa? Vous répondez à cette question? Oui, oui, je suis là, Jean-Charles. Euh, Une formation Peut-être, professionnelle en littérature est-elle nécessaire pour devenir distributeur de livres? Comment un distributeur de livres se positionne-t-il par rapport à un bibliothécaire? Ces questions-là sont de Axel Dieubeni Corondo à VOS. Merci, Axel. alors, si une formation en littérature est exigée pour exercer le métier de distributeur, je ne pense pas. Peut-être Ange va me corriger si elle se reconnecte d'ici peu. Je ne pense pas. Parce que de mon point de vue, le distributeur est cet acteur logistique. Donc,
il envisage le livre dans sa dimension produit. Donc, il met le livre à distribution véritablement. Donc, il est ce facilitateur logistique, mais aussi commercial, parce qu'il a cette vocation-là de rendre le livre visible et accessible au niveau du public, que ce soit la vente directe, que ce soit les lecteurs directement ou alors les libraires, par exemple. Tandis que le bibliothécaire, lui, le bibliothécaire ne vend pas de livres. Le bibliothécaire, c'est un acteur culturel et peut-être même dans un sens un acteur éducatif. Donc, pour le bibliothécaire, oui, obligatoirement, il faut faire des études de littérature, il faut connaître le livre parce que lorsque les gens rentrent dans une bibliothèque, généralement, ils sont perdus parce que vous êtes en contact avec le lectorat directement. Donc, pour le bibliothécaire, oui, c'est exigé parce que vous devez répondre aux questions, vous devez orienter le lecteur, vous devez même parfois l'aider à comprendre ce dont il a besoin. Dans la lecture, vous devez le guider, vous devez pouvoir répondre à toutes les préoccupations qui pourraient lui passer par la tête. Et puis, vous devez avoir ce sens de l'organisation là en plus, sans compter que vous devez avoir une culture assez poussée pour intégrer plusieurs aires culturelles, plusieurs dimensions, plusieurs textes en fait, parce que vous serez en contact avec divers textes. Donc, le distributeur n'est surtout pas un bibliothécaire, parce que le bibliothécaire, lui, vraiment, c'est cet acteur culturel-là qui valorise le livre. Il conseille même, il organise des activités autour du livre, il crée vraiment la médiation autour du livre, en fait. Pour lui, son objectif, c'est que le livre soit compris. Alors que Exactement. le distributeur, son objectif, c'est que le livre soit acquis, en fait, que le livre soit mis à disposition auprès du public, que le livre soit accessible. Donc, je crois que voilà l'écart qu'il y a entre les deux rôles. Tout à fait d'accord. Évariste, Ange, je ne Si on sais pas m'entend, si tout à vous fait souhaitez d'accord avec. réagir. Tout à fait d'accord si on m'entend. C'est bon pour moi aussi. Est-ce qu'on On m'entend vous déjà? entend. Ok, on m'entend. Ok, tout à fait d'accord avec Léa. Oui. Alors, est-ce qu'il faut une formation professionnelle pour être un distributeur? Techniquement, si on fait juste de la distribution pure, non, pas vraiment. Il faut, comme elle a dit, c'est plutôt technique en fait. Maintenant, dans notre écosystème, il vaut mieux avoir une formation dont, on va dire, les métiers du livre. Il faut les comprendre. Parce que vous allez travailler, si vous êtes distributeur, avec les autres maillons de la chaîne de livres, donc il y a un langage qu'il faut comprendre. Il faut comprendre ce qu'ils font, il faut comprendre où ils vont, et c'est pas juste un objet que vous vendez, non, ou que vous mettez à disposition, non. Il vaut mieux que vous compreniez ces métiers-là, d'autant plus que il y a beaucoup de limitations en Afrique, beaucoup de limitations. On est amené, on peut pas être distributeur au Cameroun ou à Lomé ou à Kinshasa en faisant uniquement de la distribution pure. Ce n'est pas possible. Vous serez obligé d'accompagner les autres acteurs dans leur travail parce que on n'a pas encore de chaîne complète qui marche mécaniquement sans souci. Donc, je vous conseille d'avoir une formation, ou du moins, mais après, elle n'est pas obligatoirement scolaire, hein, mais elle peut se faire. Et deuxièmement, la place qu'occupe par rapport le distributeur par rapport au bibliothécaire. Le bibliothécaire pourrait être, pas peu automatiquement, mais pourrait être un client du distributeur. Bah, pour cela, il pourrait l'être quand il a besoin de beaucoup de livres, en fait, en quantité. Mais sinon, le bibliothécaire va travailler beaucoup plus en direct avec les libraires, souvent parce que, oui, il prend des quantités, enfin, comprenons-nous quand je parle de quantité. Il ne s'agit pas de prendre 1000 livres. Chez un distributeur, par exemple, vous n'allez pas prendre 1000 livres, une pièce de chaque livre. Vous voyez? Vous venez à moi avec cette commande-là, vous voulez 1000 livres, une pièce de chaque livre, je vais vous renvoyer vers un de mes libraires ou quelqu'un d'autre. Parce que quand vous voulez travailler avec moi, il faut que vous ayez plusieurs pièces du même titre. Vous voyez?
Et ça aide à la professionnalisation, même si aujourd'hui, on a essayé, nous, dans notre cas, de former deux libraires à pouvoir répondre aux besoins des bibliothécaires, parce que eux derrière ils ont besoin effectivement de conseils, parce que comme l'a dit Léa tout à l'heure, ils ont besoin également de pouvoir convaincre de leur côté. Un bibliothécaire n'achète pas qu'un livre en fait, il achète le contenu d'un livre en fait. Donc s'il vient vers le distributeur, et souvent en Afrique il vient vers le distributeur parce que il ne sait pas faire autrement, il faut que le distributeur que vous êtes soit en mesure de le conseiller. Et si vous êtes un distributeur mécanique pur, que vous n'avez pas eu de formation en amont, ce sera compliqué. Or, le bibliothécaire va avoir du mal à aller vers les éditeurs parce que pour les 1000 livres, il devra se farcir, passez-moi le terme, 20, 100 éditeurs, alors que le distributeur va lui réunir tout ça en une seule action. Vous voyez? Donc, en ce moment-là, le distributeur a quand même un intérêt à connaître un tant soit peu les livres. Il doit pouvoir en parler. Et là, il sort déjà, en fait, de sa fonction pure de distributeur en réalité. Mais dans les contextes africains qui sont les nôtres, c'est obligatoire, à mon sens. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, oui. Alors Jean-Charles, Évariste, vous nous entendez? je vous entends parfaitement maintenant. D'accord. Allez-y. Non, je ne souhaite pas compléter. Je pense que Léa et Ange, surtout Ange, vu que c'est sa fonction, elle a apporté toutes les précisions nécessaires à la compréhension, à la résolution de la question de Alex. Merci beaucoup. Super. Ben là, on approche de la fin de notre causerie. Euh, Si vous avez des conseils, en fait, cette question-là est adressée à vous tous. Si vous avez des conseils, surtout pour les 10, les 5 ou 10 prochaines années, par rapport avec l'évolution de la chaîne du livre, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Togo, ou de manière générale sur le continent africain, ou du moins en Afrique francophone, ce sera quoi? Jean-Charles, je me lance. Pour ma part, ce serait qu'on s'organise. C'est très, très important qu'on puisse, dans la chaîne du livre, savoir qui fait exactement quoi, de manière à ce qu'on ne se marche pas sur les plateformes les uns des autres. Et une fois pour moi, s'organiser, c'est quoi? C'est se mettre en association, que les libraires soient en association, les éditeurs en association, pour réfléchir sur les thématiques liées à des problématiques liées à la distribution du livre, à toute autre question du livre. Et au fur et à mesure qu'on s'assoit et qu'on réfléchit, on trouve toujours des solutions. Je pense que pour moi, ce serait la première des choses à faire. Et ensuite, communiquer efficacement, profiter des outils numériques, profiter des réseaux sociaux pour communiquer et atteindre le public, quel que soit l'endroit où il se trouve. Je pense que avec ces deux actions, nous pourrons porter assez haut les couleurs du livre dans nos pays respectifs. Super. Léa? Ok, je vais juste compléter en disant que euh, faut renforcer, il faut penser formation continue parce que même les professionnels ont parfois, à la longue, à force d'exercer le métier pendant plusieurs années et aussi au regard de l'actualité et des révolutions qui nous tombent dessus, comme cette digitalisation, beaucoup d'éditeurs n'avaient pas été formés à l'ère du numérique. Donc, la formation en continu, pour moi, ce n'est pas à négliger. Diversifier les formats, comme je l'ai dit au début, que
que les éditeurs et même les auteurs arrêtent d'être réticents pour certains formats parce que notre objectif, c'est de toucher le public au maximum. Donc, qu'il soit ouvert au multiformat, on doit vraiment arrêter avec la logique du tout papier. Ça ne peut plus marcher aujourd'hui, surtout pas en contexte africain maintenant. Donc, la structuration de la chaîne du livre aussi, très important. Je ne sais pas si on pourra le faire avec uniquement les acteurs de la chaîne du livre. Je ne sais pas. Je me demande bien si un appui à côté des autres chaînes peut être un peu plus structuré. Notamment, je pense aux ailes juridiques. Je ne sais pas si leur apport n'est pas aussi à prendre en compte dans cette initiative-là. Mais la structuration de la chaîne du livre, c'est obligatoire. On ne peut pas s'en passer. Mais je pense aussi qu'il faudrait privilégier aujourd'hui la qualité au-delà de la quantité, vraiment pour les soucis logistiques. Je ne sais pas si l'impression à la demande est une option que Ange envisage dans son quotidien, mais moi, je pense que c'est une option qui pourrait résoudre certains soucis de logistique. Donc, voilà pour ma part ce qui pourrait améliorer la distribution du livre dans les 10 prochaines années ou alors dans l'immédiat même. Super. Angembel? Angembel, vous êtes là? Il semble qu'Angembel ne nous entend pas. Ray, je ne sais pas si vous êtes là, mais sinon, on est déjà arrivé. Ah, super, Ray est là. Oui, Jean-Charles, je suis là. Oui, en fait, je vous laisse la place. En fait, on est déjà arrivé à la fin de cette riche causerie animée avec les intervenants Léa, Évariste, Angembel. Malheureusement, Eric Nelson n'était pas avec nous, mais j'espère qu'il avait eu quand même la chance de nous suivre directement. Je tiens aussi à remercier le public qui a également participé avec nous en adressant des questions directement avec les intervenants. Et je reste qu'à remercier directement Acolyte pour cette deuxième édition du SAPLO, Salon du promoteur littéraire online, qui a permis de réunir tous ces acteurs de la chaîne du livre sur le continent africain et voire même à l'extérieur, puisque moi, je suis ici depuis le Brésil et ça a été un plaisir pour moi de modérer cette activité. Alors, je laisse le dernier mot à vous, Ray. Oui, oui, bon, voilà tout ce que je peux dire, Joe. C'était un moment magnifique, hein. C'était un moment unique et précieux. Chaque intervenant a apporté de son expérience. Il n'y en avait pas de plus petite, tout ça était complémentaire et c'est cet ensemble qu'on veut réellement construire à travers tout ceci. Donc, merci Ange, merci Léa, merci Évariste et surtout toi, Joe, qui est toujours avec nous. Chaque fois qu'on te sollicite, tu réponds présent et cela nous touche particulièrement. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Demain, nous avons le tout dernier échange. C'est 16h30, c'est moi qui vais le modérer, bien sûr. Donc, voilà. Soyons tous ensemble demain sur nos pages respectives, Acolyte Ghost Universe, sur LinkedIn, Acolyte Ray Pauline. Donc, voilà, on se retrouve demain pour clôturer en beauté ce qui a si bien commencé le 24. À très bientôt. Merci encore. Ciao, ciao. À très bientôt. Merci et à très bientôt.